Bonjour à tous, bienvenue à la troisième édition de notre forum en ligne. Merci de nous avoir rejoints. Merci pour votre intérêt dans ce sujet d'actualité. Les organisations et les environnements de travail subissent des transformations importantes en ce moment. Et aujourd'hui, nous avons invité un panel d'experts pour vous donner leur vision. Je suis Stéphane Pic, directeur général Arch Design, et je souhaite aujourd'hui la bienvenue à Thomas Cornet, qui est Bonjour. directeur fondateur chez Witifit. Valérie Coulon, directrice du pôle innovation managériale chez Great Place to Work. Nathalie Morin, DRH chez Eni Gas and Power France. Alors, vous l'excuserez, on ne la voit pas, mais on l'entend très bien. C'est le principal. Et pour finir, on aura Florence Le Breton-Berthier, qui est chef de projet Workplace chez Arch Design. Cette session est prévue sur une durée de 40 minutes. J'espère que vous en sortirez avec 2-3 idées positives que vous pourrez transposer dans votre entreprise. Je vous invite à mettre vos commentaires. Vous avez un endroit chat. Il y a un chat prévu à cet effet. Et si nous avons le temps, nous y répondrons en direct. Sinon, nous le ferons en différé. Je laisse maintenant la parole à Thomas, qui va nous parler d'une analyse réalisée sur les attentes des collaborateurs dans le monde de l'entreprise. Merci Thomas. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Thomas Cornet. Donc, on a développé avec l'IFOP et notre partenaire CIACI une étude qu'on a réalisée post-confinement sur les attentes au niveau du monde du travail. Et on a quelques statistiques pour le coup qu'on a conservées. Qui sont pour le coup toujours d'actualité. Et moi, je vous le confirme par rapport à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend avec nos clients, puisqu'on a développé une plateforme qui permet justement de rentrer en relation au sein de l'entreprise entre les collaborateurs et les managers sur tout ce qui est adaptation et transformation des entreprises. Et donc, je vais vous les livrer histoire de vous donner un peu le là de ce qu'on vous expose aujourd'hui. Donc, si on peut avancer sur 2 slides. Voilà, et la suivante. Parfait. Donc, le premier, c'était, on en a beaucoup parlé, le télétravail et le présence sur site. Et donc, à l'époque, ce qu'on avait vu, c'est que finalement, malgré tout, il y avait quand même des besoins d'avoir des présences sur site et qu'il y avait une population, une frange de la population qui ne l'estimait pas nécessaire. Et donc, on voit qu'on est toujours dans le même fil et que cette géométrie variable en fonction des secteurs, des métiers, des populations, etc., va devoir se mettre en place et va être un vrai challenge pour les entreprises et les collaborateurs, avec une volonté quand même d'avoir de la présence sur les éléments. Et on le voit par les quelques entreprises très américanisantes aujourd'hui qui ont complètement fermé leur site et qui ont laissé leurs collaborateurs à distance, que effectivement, malgré tout, ça commence à être un peu long et que le présentiel et les relations sociales, malgré tout, sont toujours intéressantes à voir. Deuxième statistique, on voulait effectivement voir pour quelles raisons la présence au bureau était intéressante ou pas, et surtout quels étaient les risques que les entreprises ou les collaborateurs visaient avec le retour dans le monde du travail. Et en fait, donc post-confinement, on avait ces risques-là, et on voit qu'aujourd'hui, on est toujours dans ces mêmes éléments, avec la notion de risque sanitaire. Donc, le premier temps, c'est effectivement de pouvoir gérer cette notion de risque qui, aujourd'hui, on pensait qu'avant les vacances, on l'aurait beaucoup moins et qui est toujours présent. Et donc, on doit vivre avec. Je reprends les éléments de communication que nous lance le gouvernement, mais c'est vraiment ça, il faut vivre avec. Je pense que autant que le vaccin ne sera pas là, on va avoir cette situation un peu complexe. Et le deuxième sujet, c'était pourvu qu'on ne reproduise pas le même schéma dans l'organisation du travail, dans les relations, dans ce qu'on vit au quotidien, parce qu'effectivement, on s'est posé un certain nombre de questions et ça nous a ouvert un certain nombre de possibilités, des questions, et il faudrait qu'on tire effectivement ces enseignements de manière à mettre en place des organisations qui nous conviennent plus, ou en tout cas qui soient plus au goût du jour avec nos attentes et nos besoins. Sur la slide d'après, donc c'était pour rentrer dans cette notion et d'alimenter cette discussion, c'est que à la question « Est-ce que votre rapport au travail a changé ?», eh bien, vous voyez qu'il y a une grande majorité de personnes
qui aujourd'hui se disent effectivement très impactés par ces éléments-là et qui pensent à réaliser un travail de manière différente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail, bien évidemment, bien au contraire même, mais la réalisation va être complètement aménagée. Il y a des attentes qu'on va voir sur la slide d'après qui sont effectivement très prégnantes. Et donc, les éléments les plus intéressants à regarder, c'est qu'effectivement, d'abord, dans la conciliation et dans la construction du quotidien, il y a un besoin de vivre une relation au travail qui va permettre de concilier vie pro et vie perso de manière complètement différente. Et finalement, même si on était confiné avec des solutions où il fallait faire la cuisine, éduquer les enfants, le ménage en permanence, etc., et ce au quotidien, il y a eu une prise de conscience que ce monde-là, ce lien qu'on avait avec la famille était assez important. Et aujourd'hui, nos collaborateurs veulent le pratiquer, veulent le continuer. Et c'est important de pouvoir y répondre, ou en tout cas de l'intégrer parce que c'est une attente. Et donc, ceux qui rentreront dans une conciliation différente risquent d'être effectivement dans une confrontation au quotidien avec les collaborateurs. Le deuxième, c'était changer le rythme de vie. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le télétravail ouvre des possibilités, on peut revenir juste avant, des possibilités différentes et sur lesquelles il est effectivement important de concilier de la distance, du présentiel, de permettre effectivement de ne pas avoir des temps de transport tous les jours, de permettre d'avoir une fluidité. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qui effectivement ressortent très fortement aussi dans nos plateformes aujourd'hui et qui rentrent dans ces discussions entre les collaborateurs, quels qu'ils soient, et l'entreprise. Dans la slide d'après, ce qu'on voulait voir aujourd'hui, c'était les priorités que les collaborateurs attendaient vis-à-vis du management. Et parce que c'est un élément qui a été bouleversé, vous avez tous vécu ça, je pense, où on s'est retrouvés parqués chez nous pendant le confinement. Il a fallu effectivement travailler et s'adapter de manière très rapide. Et sorti du confinement, on s'est aperçu que finalement la productivité était au rendez-vous, que la confiance avait été donnée a priori, qu'on avait un travail qui avait permis effectivement de diminuer les interruptions, etc. Et tout ça a mis en exergue un certain nombre d'éléments, de soft skills que les collaborateurs, que les managers vont devoir continuer à mettre en place. Alors, petite parenthèse, ce n'est pas le Covid qui a mis ça en exergue. Hein. En revanche, c'est le Covid qui a accéléré ce sentiment-là et cette nécessité effectivement de s'adapter et de se transformer en interne, tant dans les organisations que dans son management. Et donc, tous les éléments qui sont là, qui vous sont transmis de toute manière, sont des éléments sur lesquels il y a une attente et une volonté des collaborateurs d'avoir effectivement plus de reconnaissance, de la confiance, de l'écoute, une organisation du travail différente, etc. Et donc, ça va être le challenge des entreprises de pouvoir effectivement mettre ça en place, vérifier qu'effectivement ça a une importance et de pouvoir le réaliser au quotidien. Dans la slide d'après, on a bien évidemment posé la question de ce fameux bien-être et de savoir ce qu'il en était. Et cette notion de bien-être qui aujourd'hui taraude les entreprises depuis une petite dizaine d'années maintenant, qui était plutôt un effet de mode au début et puis qui a été complètement galvaudé parce que tout le monde y a mis tout et n'importe quoi au travers de la QVT, on s'aperçoit que cette notion-là est extrêmement forte et qu'elle est largement plébiscitée par l'ensemble des collaborateurs. Et cette notion de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, est quelque chose d'essentiel. Et on parle bien évidemment pas de panier de fruits ou de baby-food dans les éléments qu'on a travaillés, on verra derrière, mais c'est vraiment l'organisation, la réalisation, le sens, l'implication et l'engagement des collaborateurs. Et ce qui est important de voir, c'est que la petite norme IFOP qui est en bas à droite, on voit que dans les derniers temps, et donc jusqu'à 3-4 mois avant le Covid, cette norme était à 56% de oui, et que là, elle est montée en flèche à 81%, et que ça corrobore tous les éléments d'attente, de transformation du monde du travail, où il est temps de faire différents éléments. Dernière statistique que j'aimerais vous donner, c'est que aujourd'hui, au-delà de la partie performance, les priorités aujourd'hui qui sont demandées par les collaborateurs au sein de l'entreprise, de l'organisation, c'est effectivement la notion de bien-être, la capacité d'innover, de donner du sens, les valeurs. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui sont fondamentaux
sur lesquels les entreprises vont vraiment devoir capitaliser au travers du management pour rentrer effectivement dans des éléments qui sont fondateurs, qui vont permettre de fidéliser les collaborateurs et de les rentrer dans une dynamique éminemment importante puisque les mois à venir vont être quand même très chahutés. Voilà les quelques éléments sur lesquels on voulait partager avec vous des notions importantes. Super, merci beaucoup Thomas pour ce compte rendu, merci pour cette analyse qui va nous permettre en fait d'adapter nos entreprises aux attentes des collaborateurs. Maintenant, donc j'ai le plaisir de passer la parole à Valérie qui va aborder le sujet de l'impact du Covid-19 sur la culture d'entreprise. Merci Valérie. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, comme le disait Thomas, le rapport au travail a changé pour 58% des collaborateurs et oui, le bien-être au travail va être pour 80% d'entre eux une priorité. Donc en fait, l'impact du Covid, il impacte beaucoup la culture d'entreprise. Sur plusieurs points, d'abord sur les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise, elles sont aujourd'hui parfois confirmées, parfois remises en cause, parfois elles ont été chahutées. On voit que dans toute histoire de toute organisation, il y aura un avant et un après Covid. Les codes aussi, effectivement, ont dû être réévalués. Les rites et les pratiques managériales ou autres ont dû être complètement revus. Et puis forcément, le leadership a dû s'adapter, voire parfois se suradapter en fonction de la culture d'entreprise qui était mise en place. Donc, on a des cultures d'entreprise très variées entre les différentes rites et coutumes qui avaient l'habitude d'être utilisées. Et là, on voit que de toute manière, tout le monde a été perturbé et qu'il va falloir pouvoir se réinventer ou faire perdurer de façon durable des pratiques qui ont été particulièrement tentées, appréciées pendant le Covid. Donc, quand on voit l'évolution sur la prochaine slide de la norme et qu'on croise la croissance et la productivité des entreprises collées au temps, on voit qu'on était en début de crise déjà dans un moment et un contexte difficile en post-grève notamment, mais bon, les activités étaient à peu près dans la norme. Le point critique, quand on a dû réagir et surréagir à la crise, a été un moment très fort et on se souvient tous de Nous sommes en guerre, qui a été un moment fort et phare. Et donc, en fait, cette définition de crise, elle exprime un état qui est vraiment transitoire entre deux périodes d'équilibre. Donc, une période d'équilibre à un moment d'avant, et ce qu'il va falloir retrouver, c'est un moment d'équilibre après. Donc, ça va forcément mener au changement. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez arriver à tirer ces enseignements clés de cette période de crise. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en termes de méthodologie, d'organisation, ou de gestion humaine, mais comment est-ce qu'on va s'adapter et se réinventer? On voit que les attentes des salariés, comme le disait Thomas, sont notamment au niveau de l'équilibre de vie pro-perso, d'une culture d'entreprise évolutive, d'un style de leadership. Et il est clair que la capacité d'une organisation à s'adapter à ses attentes, à l'attente des collaborateurs, va pouvoir être un avantage concurrentiel ou pas. On voit que sur certaines nouvelles annonces LinkedIn, il est spécifié 2 jours de télétravail par semaine, 5 jours par mois. Voilà. Donc, ça va devenir un avantage concurrentiel qui répond clairement aux attentes des personnes qui sont en recherche d'emploi ou envie de changer. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de partir sur le développement de ces pratiques RH et de pouvoir les ancrer durablement, puisqu'on avait déjà beaucoup d'organisations qui travaillaient sur la qualité de vie au travail. Ça n'a rien de nouveau. Par contre, l'objectif des politiques de qualité de vie au travail était avant tout pour privilégier une capacité à privilégier le collectif et favoriser une cohésion de groupe et de bien-être au travail pour tous, lié bien sûr aux valeurs de l'entreprise, qui peuvent être et faciliter cette vie en communauté. Le Covid a mis l'accent sur l'attention portée à l'individu. Et c'est là où on passe d'une culture qui était d'un objectif de politique de qualité de vie au travail qui était collectif, mais on y inscrit vraiment complètement maintenant l'individu et la force de l'individu. Donc, la capacité à prendre soin de chacun. Donc, comment est-ce que chacun a vécu ce Covid? Et on commençait toujours le premier contact, c'est comment tu vas, comment va ta famille. Donc, on voit que ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément intuitif et en tout cas naturel dans certaines organisations. Et puis ensuite, après, comment est-ce que cette puissance du collectif, puisqu'on voit que les choses extrêmement positives qu'on a sorties de ce Covid, ça a été effectivement cette attention portée à chacun, cette capacité à réagir avec agilité
à quelque chose qu'on subissait, mais également cette capacité à en ressortir les effets positifs et du coup à accueillir cette période de crise comme étant une opportunité de faire évoluer la culture d'entreprise. Donc c'est un instant qui a été extrêmement de grosses turbulences, mais qui permettent ensuite de stabiliser et de faire caisse de résonance pour que toute cette attention portée à l'individu, elle nourrisse, elle fasse une caisse de résonance collective à la qualité de vie au travail sur lesquelles travaillaient déjà les organisations. Et donc, c'est exploiter aussi le pourquoi et le comment, ce qui s'en est passé, ce qui s'est passé, et puis ensuite, comment est-ce que on redonne un cap, on redonne du sens, comment est-ce qu'on identifie, on arbitre les priorités d'exécution, et puis comment est-ce que du coup, on va planifier ce rituel de l'humain et le garder de façon durable. Ce qu'on note aussi, c'est cette évolution sur la posture managériale, puisque pour certaines organisations, ça a été parfois très nouveau, et en tout cas pour tous, ce que ça a demandé et ce que ça a mis en place, c'est cette capacité d'humilité, ce besoin d'humilité. Personne ne savait où on allait, d'ailleurs on ne sait pas encore toujours tellement où on va, ni comment on va y aller. Donc une certaine humilité qui a donné une accessibilité managériale et notamment une humilité de certains organes de direction qui s'est avéré du coup ne pas tout savoir gérer et qui a facilité aussi du coup une accessibilité et une proximité. Cette attention qu'on a apportée à chacun a facilité vraiment des liens informels. Donc même pour des organisations où le lien personnel n'est pas forcément facilité, il a permis de créer ce lien et du coup d'être beaucoup plus authentique. On a vu aussi énormément de solidarité, énormément d'entraide, énormément de capacité aussi à cultiver un sentiment d'appartenance très fort et de faciliter la capacité d'apprenance dans les organisations. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'être dans cette résilience et d'apprendre de ce qui a été positif, de conserver ce qui aura été conserver ce qui sera positif, et puis surtout d'avoir cette capacité de rebond. Et comment est-ce qu'on peut tous ensemble se mobiliser pour y arriver à travers l'évolution notamment de la culture d'entreprise. Donc pour nous, au niveau de la qualité de vie au travail, ce qui nous paraît très important, c'est ne pas occulter que cette période n'est effectivement pas terminée, comme disait Thomas, il va falloir apprendre à vivre avec. Donc ce cadre qui doit être rassurant au niveau sanitaire et managérial, il va falloir qu'on puisse le structurer pour qu'il soit vraiment constructeur de confiance à terme. On n'empêche pas les angoisses, aujourd'hui on le voit dans les enquêtes qu'on mène, les angoisses sur l'avenir de certaines organisations ou les angoisses de certaines personnes dans des organisations. Donc on a besoin de mettre ce cadre rassurant sur ces deux points-là. Mais on a aussi besoin de développer ce management de l'inclusion et de se poser la question, comment est-ce que je porte attention à chacun de mes collaborateurs et comment est-ce que du coup je les réintègre dans le collectif pour que on puisse continuer à avoir cette attention qu'on avait dans un objectif quand même aussi de performance et du coup d'inclusion des difficultés de tous. Et puis cette culture de l'apprenant, c'est une façon de redonner du sens, de redonner une sens aussi dans la confiance dans le futur. Il y a énormément d'innovations qui sont sortis de cette période notamment de confinement, de la mobilisation, de capacité de partager des acquisitions et des compétences internes. Donc on a vu qu'il y avait une capacité de réactivité, de réaction et d'apprenance qui a été très très forte. Donc il nous paraît très important de développer 5 leviers qui sont sur la slide suivante, de porter attention et écouter les collaborateurs. Ça, c'est la première pratique, le premier levier. Si tu peux bouger la slide, Cheyenne, s'il te plaît. Merci. Donc, cette attention portée à chacun, de continuer à communiquer. On a vu des organisations qui ont surcommuniqué. Il faut continuer et pour lesquelles c'était vraiment pas une habitude. Il faut continuer à être dans ce flux de communication qui non seulement répond à un besoin de réassurance, mais également transfère de l'information et rassure et donne du cap. Ce lien social à conserver bien sûr, le sens, et puis la capacité à faire de la reconnaissance. Aujourd'hui, les collaborateurs, plus qu'hier, Thomas l'a dit, ont besoin de reconnaissance, ont besoin de valoriser tout ce qui a été mis en place, ont besoin de valoriser ce qui sera mis en place, et du coup de savoir remercier et reconnaître tous ces efforts. Les quelques bons réflexes qu'on vous propose sur la dernière slide, c'est vraiment de pouvoir, quel que soit l'outil en interne, de pouvoir vraiment auditer de façon inclusive ce que vous avez pu ressortir au niveau de vos collaborateurs, les pratiques qui ont été mises en place, leurs ressentis aujourd'hui, comment ils se positionnent, d'avoir une écoute très active
pour savoir en sortir les éléments positifs et du coup les inscrire durablement dans vos pratiques. Et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez une possibilité de faire une enquête post-Covid gratuitement. Et ensuite, l'accompagnement individuel et collectif, il ne faut pas oublier toute la communauté managériale qui a besoin avant tout de solidarité et de partager ensemble cette évolution sur la culture d'entreprise. Merci beaucoup Valérie, merci pour cette vision sur ce qui donnera l'avantage vraiment compétitif des entreprises. La culture d'entreprise, c'est quelque chose de si essentiel pour une entreprise. Donc maintenant, Nathalie va nous parler d'un cas concret. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans l'expérience collaborateur chez Eni? Merci Nathalie. Merci à vous pour ce partage ce matin. Déjà, je présente mes excuses. Mon PSA vidéo est capricieux ce matin, mais en tout cas, j'espère que ma voix portera suffisamment pour partager la voie que nous avons ouverte chez Eni et probablement renforcée avec le confinement. Chez Yann, ouais. Alors, la période Covid, pour nous, ça a été plutôt un accélérateur. C'est-à-dire que certaines organisations l'ont subi. Chez Eni, probablement que notre culture et notre histoire a fait que ça a plutôt été un accélérateur de ce que nous vivions depuis déjà longtemps. Juste pour l'aparté, mais encore une fois, les apartés et les histoires, souvent, elles sont précurseuses aussi de ce que l'on construit ensuite. C'est-à-dire que Eni, depuis le début de son histoire, dans les années 50, a favorisé la collaboration, le partage, le collaboratif et l'intelligence collective, notamment le logo que vous voyez en bas. C'est le résultat d'un concours qui, dans les années 50, avait été lancé en Italie avec plus de 10 000 participants et au final, un choix qui s'est fait par consensus. Donc déjà, dans les années 50, ce groupe était dans cet état d'esprit. C'est quelque chose, chez Yann, tu as avancé un petit peu vite, on est toujours sur la slide précédente, excuse-moi. Cette intelligence collective, c'est des choses que l'on travaille depuis plusieurs années avec notamment l'organisation apprenante qui est en place chez nous, comment on travaille sur des communautés de partage, comment les uns et les autres se nourrissent entre pairs et comment probablement on travaille davantage sur des organisations flat, agilisées que sur du top-down siloté. Tout ça, dans cette période Covid très exceptionnelle, nous a permis de faciliter du coup notre gestion de la complexité, nous a assuré une reconfiguration rapide parce que comme l'a si bien dit Valérie et Thomas aussi, cette période ça a été très anxiogène. Et quand vous avez de l'angoisse et du stress, cela joue immédiatement sur la performance d'une entreprise. Donc probablement que d'avoir déjà cet ADN nous a permis de gérer plus facilement le stress et probablement aujourd'hui nous assure une robustesse et s'exprime aussi dans nos résultats actuels. Et donc réussir à continuer à faire la différence parce que derrière tout ça, il y a évidemment la pérennité des entreprises parce que nos emplois et la pérennité des entreprises, elles sont évidemment intimement liées. Pendant cette période Covid, on a donc immédiatement décidé au niveau du CODIR, mais évidemment ça a cascadé sur l'ensemble de l'organisation, comment, sur une période exceptionnelle, on avait donc un redimensionnement exceptionnel. Comment on travaillait sur ces matrices de complexité et de création de valeur et comment on travaillait, évidemment tout le monde la connaît, la matrice Eisenhower, un petit peu plus complexe tout de même, entre l'importance et l'urgence. C'est par exemple côté RH ce qu'on a immédiatement fait puisqu'on a une roadmap tant dans notre run et dans notre mode projet. Et au moment où le Covid et le confinement se sont présentés, on a décidé finalement d'arrêter des projets qui n'étaient pas prioritaires à ce moment-là et de se refocuser sur ce qui pouvait créer de la valeur pour ce collectif. Notamment l'accord de télétravail qui était déjà en place, mais probablement des sujets que nous avions moins pris autour du télémanagement, parce que manager en présentiel et télémanager, ce n'est pas tout à fait la même chose, avec énormément d'accompagnement au niveau des managers, des guides qui ont été mis en place, repenser avec les managers tous les rituels, l'animation de réunions, le contenu des réunions, afin justement, comme l'a si bien dit Valérie et Thomas aussi, travailler sur ce sens.
Évidemment, retravailler la gouvernance, puisque en période exceptionnelle, il était impossible de fonctionner selon nos modalités habituelles. Et évidemment, du coup, la place de l'autonomie et de la confiance dans l'organisation, déjà présente, mais qui, en effet, s'est totalement accélérée. Et donc, la repriorisation des projets. Dans cette période Covid, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est la place de notre culture et de nos valeurs. C'est-à-dire que dans nos valeurs, Eni a notamment, je vais vous en donner deux, le travail en équipe et le courage de changer. On ressort de cette période avec des valeurs qui sont renforcées. Et pourquoi sont-elles renforcées? Parce qu'elles ont été incarnées sur cette période. Souvent, ce qui peut faire défaut dans les organisations, c'est d'annoncer des valeurs et qu'il puisse y avoir un écart avec ce qui est mis en œuvre dans une organisation. Moi, j'ai souvent dit qu'en posture de DRH, l'une de mes obligations tous les jours, c'est comment on réintègre et comment on intègre et comment on fait vivre les valeurs dans les processus métiers. Les premiers processus métiers devant l'incarner, c'est évidemment au niveau des ressources humaines, mais aussi comment ensuite on spread sur l'ensemble des autres processus métiers de l'entreprise. Parce qu'en effet, c'est probablement comme ça que quand on crée de la confiance durable et de la transparence, on engage aussi des équipes dans le temps. Depuis le déconfinement le 11 mai, chez Yann, merci beaucoup. On est donc dans l'état d'esprit que nous avions déjà, dans notre modèle organisationnel, à savoir les ressources humaines ne sont pas un département omniscient, mais sont bien un laboratoire au service d'un collectif et au service des individus pour travailler ensemble sur l'ensemble des projets et finalement plutôt avoir des instances de validation avec le CSE. Évidemment, dans les sujets prioritaires et qui a des impacts en cascade, il y a évidemment notre accord de télétravail qui est déjà en place, encore une fois, chez Eni, mais qui est challengé et sur lequel on se pose la question de s'il ne faut pas l'intensifier, le renforcer. Donc, tout ça sont des sujets qui sont en cours. Alors, évidemment, avec tous les impacts et toutes les conséquences, notamment autour de l'environnement du travail, mais Florence va en parler beaucoup mieux que moi, autour des mètres carrés, autour du management visuel, etc., etc. On est aussi évidemment en train de travailler sur le développement des compétences managériales, parce que je le disais tout à l'heure, manager et télémanager, ça ne fait pas tout à fait appel au même ressort. Et là aussi, souvent, on peut avoir le biais de considérer que les managers peuvent développer leurs compétences. Oui, mais c'est bien une responsabilité RH d'accompagner sur le développement de ces compétences. Et donc, c'est un sujet que nous avons aussi pris prioritairement pour être en cohérence avec le travail qui est fait autour de l'accord de télétravail. Toute la place de la reconnaissance, et là aussi Valérie en parlait tout à l'heure, l'organisation apprenante est déjà vivante chez Eni avec des communautés de partage. On a aussi priorisé le projet autour du feedback, l'art du feedback et comment on l'utilise comme levier de performance et d'accompagnement des collaborateurs pour avoir des opportunités de dialogue réguliers qui sont renforcées et renforcées avec une volonté, encore une fois, d'accompagner le développement individuel parce que le développement individuel tire aussi par le haut, évidemment, la performance globale d'une entreprise et collective. Et l'entraide et la créativité qui ont aussi été décuplées chez nous, on l'a vu et c'était assez étonnant. En période Covid, tout à l'heure, Thomas le disait, on a été à la fois collaborateur, instituteur, probablement top chef, etc., etc. C'est vrai que pour les parents, la période n'a pas été évidente. On a vu, c'est un exemple, c'est un peu un épiphénomène, mais au moment où on a pris le sujet guide de survie pour les parents et comment s'organiser, mieux s'organiser et aussi trouver des activités pour les enfants, notamment le mercredi qui n'avaient pas de devoirs, et comment du coup se libérer du temps, ça a été un espèce de levier de motivation incroyable. Est-ce que ça les a tant aidés que ça ? Je l'espère un petit peu. Est-ce que par contre, de faire attention, de prendre le sujet et de montrer que l'entreprise était derrière les parents et prenait en compte cette problématique, je crois qu'en effet, ça a renforcé l'adhésion, l'engagement des collaborateurs. Voilà.
Donc, probablement un contrat social qui est en train d'être pensé et une symétrie des attentions. Moi, je dis souvent que l'expérience vécue par les collaborateurs transpire auprès de l'expérience vécue par les clients. C'est quelque chose que l'on travaille beaucoup, notamment avec Catherine Achouche, qui est responsable des opérations chez nous, dans cette vision justement de symétrie des attentions. Peut-être dernière slide. Merci Cheyenne. Alors, c'est peut-être là-dessus, moi, que j'ai envie de conclure, c'est cette incertitude, peut-être qu'elle va, parce que tous ces sujets sont abordés depuis un moment, mais peut-être que toute l'incertitude que nous vivons va enfin accélérer dans les faits, c'est bien d'en parler, c'est derrière comment on déploie un plan d'action durablement et comment on met en œuvre, c'est aussi ce qui est attendu par les uns et les autres, donc comment peut-être nous allons accélérer cette vision du changement vers des organisations du type Opal, comme on parle si bien à nous depuis 2013-2014, comment on transforme et on ancre durablement de nouveaux comportements de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, mais aussi en entreprise. C'est bien cette relation qu'ont les collaborateurs avec leur entreprise. Et puis, probablement aussi sur une digitalisation qui soit pérenne et qui passe bien au-delà de la mise en place d'outils. Et donc là, on parle bien de transformation culturelle et organisationnelle. Et c'est Gandhi qui me disait, hein, soyons le changement que nous souhaitons voir en ce monde. Probablement que ça, c'est une des choses qu'on ne fait pas trop mal chez Eni. Voilà. Et on expérimente, et on teste, et on learn. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir accepté de faire ce partage d'expérience chez Eni. Donc, pour clôturer, Florence, sur comment ces transformations vont impacter les environnements de travail. Florence, à toi. Tu enlèves ton... Je rétablis le son, c'est bon? Vous m'entendez? Parfait. Donc, ok. Donc, merci à tous. Merci à Thomas et Valérie d'avoir planté le décor et à Nathalie d'avoir partagé l'expérience concrète chez Eni. On voit que tout converge et qu'il y a effectivement des transformations très importantes qui se sont accélérées dans les entreprises au cours depuis la crise sanitaire. Et une des grosses craintes des collaborateurs, en fait, c'est qu'on retourne au monde d'avant sans tirer des enseignements de cette crise sanitaire. Alors, dans notre domaine chez Arch Design, qui est vraiment l'aménagement des environnements de travail, on a eu un peu une crainte en sortant du confinement que effectivement les entreprises dépriorisent le sujet des réaménagements parce que beaucoup nous disaient que voilà, ce qui était important pour eux, c'était de renflouer les caisses financières et que du coup les projets de réaménagement devenaient tout à fait secondaires. Et finalement, on se rend compte maintenant en cette rentrée que le risque est assez faible et on sent que les entreprises ont aussi un tournant à prendre sur ces chantiers-là parce que c'est toujours ce qui va matérialiser les transformations dans l'univers réel des salariés. Alors, quelles sont les priorités et les transformations des entreprises dans l'environnement de travail? Alors, tout d'abord, il y a bien sûr en filigrane depuis le début de la crise sanitaire toutes les questions d'hygiène et santé qui ont un impact sur l'environnement de travail. Mais ce n'est pas le sujet dont on va traiter principalement aujourd'hui. Mais ce qu'on a vu, c'est que la santé des salariés était devenue vraiment la priorité numéro 1 dans le traitement des salariés par les RH et par les entreprises. Mais ce qu'on voit, et Thomas, Valérie et Nathalie ont bien montré, c'est tous les bouleversements liés au télétravail. Et la deuxième grande transformation liée au télétravail, c'est que vraiment, du coup, l'environnement de travail, maintenant, s'invite à la maison. C'est-à-dire que, Cheyenne, tu peux passer la slide suivante. C'est-à-dire que maintenant, toutes les entreprises ont équipé leurs salariés et leurs équipes à l'arrache parfois pour qu'ils puissent pratiquer le télétravail pendant le confinement.
Et ça, c'est fait, donc ce pas-là a été fait. Et du coup, il y a ce travail à la maison qui devient de plus en plus prégnant et qui va l'être dans les années à venir, à n'en pas douter, vous l'avez tous démontré. Et donc maintenant, les deux univers s'entremêlent et je pense que les entreprises vont aussi devoir montrer, et là c'est aussi la discussion sur l'individuel et le collectif, que l'entreprise s'intéresse à cet environnement individuel, certes, mais qui fait partie de l'expérience collaborateur et que les entreprises se penchent sur comment équiper à la maison de manière confortable les salariés pour qu'ils soient bien équipés, bien sûr, de tout ce qui est matériel informatique, etc., mais aussi de postes de travail ergonomiques, de sièges, de bureaux, etc. Donc ça, c'est pour la partie, individuelle à la maison. Mais bien sûr, tout ce qu'on a dit aussi sur la distanciation physique, c'est quand même, l'être humain reste un animal social. Donc, ça c'est la slide suivante, voilà. Et donc, l'attrait de l'entreprise pour réattirer les salariés vers le bureau va être aussi tout à fait crucial parce qu'on sait que maintenant qu'il y a des dirigeants qui peinent à faire revenir leurs équipes sur le lieu de travail. Notamment, il va y avoir un équilibrage entre les espaces collectifs et les espaces individuels qui vont devoir être vus. Et l'entreprise, pour réattirer ses salariés, va devoir avoir un rôle de création de liens sociaux, jouer le collectif, l'intelligence collective, comme le disait Nathalie, être un hub, une sorte de point de convergence où les équipes vont pouvoir se retrouver. On a beaucoup parlé de travail à la maison qui serait plus dédié peut-être à la concentration, peut-être à des tâches administratives, peut-être à des tâches aussi de e-learning et de formation individuelle, tandis que les tâches plus complexes, qui demandent une interaction, qui demandent des échanges, qui demandent des face-to-face avec les managers, etc., se ferait à la maison. Donc, on parle depuis longtemps dans les réaménagements de activity-based working, c'est-à-dire que le salarié, en fait, selon ce qu'il fait dans la journée, occupe des espaces différents. Et bien, cette activity-based working, il faudrait intégrer en fait le home office-based working, qui devient aussi un des éléments de cette activity-based working qui devient plus global. Ensuite, donc, les grandes tendances qui se dessinent dans les univers de travail, enfin dans les environnements de travail, pardon, c'est que on voit que les collaborateurs sont en attente de lieux de coworking en dehors de l'entreprise, mais aussi de lieux de corpo-working, d'un esprit un peu club, d'un univers comme à la maison, mais tout ce qui peut créer du lien, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, et ramener du collectif. Ce qu'on voit aussi comme deuxième grosse tendance, c'est les salariés, en fait, qui sont regroupés plus maintenant, qui vont être regroupés plus par quartier. Ça va être des espaces ouverts de taille moyenne et non plus des grands open space. On parle beaucoup plus aujourd'hui de territoire d'équipe, de quartier par équipe, etc. Donc, il va y avoir des espaces un peu mutualisés dans ces zones. Le flex office est la troisième grosse tendance et il y a un peu les sirènes du flex office qui séduisent. Mais ces espaces qu'on appelle donc espaces de travail dynamique ou espaces de travail mutualisés, dynamiques, vont être plus en libre service, vont être des endroits où les gens vont juste se poser quand ils sont au bureau. Et ça s'impose à beaucoup d'entreprises comme étant une vraie piste pour repenser les espaces de travail. Ça pourrait être aussi peut-être une sorte de flex, mais plus avec des bureaux partagés, c'est-à-dire que sur la semaine, il y aurait un même bureau qui serait partagé entre deux personnes. Comme ça, ce n'est pas tout à fait anonyme, mais ce serait voilà, on pourrait laisser ses affaires, mais savoir où on va, on a un bureau attitré,
mais le partager avec quelqu'un, c'est comme un poste de travail à mi-temps. Peut-être aussi, les entreprises vont vraiment se pencher, on le sait, sur les espaces extérieurs. C'est-à-dire que le confinement a donné vraiment envie aux entreprises, enfin aux gens, d'avoir plus de verdure, plus de nature, etc. Donc, les espaces extérieurs vont être intéressants. Et puis, tout ce qui est service dans les entreprises aussi va être important. Donc, ce qui va être à identifier, c'est où est-ce qu'on va mettre les curseurs dans les entreprises entre les mètres carrés dédiés au poste de travail et ceux dédiés au travail en équipe, entre les lieux de tâches individuelles ou de tâches collectives, les réunions en présentiel et les réunions en distanciel, équiper toutes les salles pour le faire. Donc, où chaque entreprise va placer le curseur. Et on croit vraiment on est convaincu chez Arch Design que toutes ces solutions d'aménagement peuvent être justifiées, mais elles doivent répondre vraiment plus que jamais aux besoins des collaborateurs. Et donc, comme l'ont dit mes co-intervenants avant, ce qui va être essentiel, c'est d'organiser des workshops, d'organiser des ateliers, de concerter les utilisateurs pour co-construire avec eux des espaces qui répondent à leurs attentes et leurs pratiques. Tout le monde est en terrain inconnu, donc il n'y a pas de règle de l'art de ce qu'il va falloir faire ou pas faire pour recréer demain. Chaque entreprise va devoir réinventer son modèle. Donc, tester de nouvelles voies, suivre des retours d'expérience, être plus que jamais agile, flexible, polyvalent dans les aménagements. Ça va être ce qui va être la clé du succès de cette période. Stéphane? Merci. Bon, Merci Florence. On a une question. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, OK pour la distanciation physique, mais pas sociale. Hein. Ouais. Voilà, je suis entièrement d'accord. On a une question de Anne-Laure. Merci Anne-Laure. C'est peut-être toi qui peux y répondre, Florence. Quid des mesures sanitaires en cas de flex office? Effectivement, c'est un problème. À ce jour et dans les prochains mois, ce ne sera pas vraiment applicable. Qu'en penses-tu? Quid des mesures sanitaires? C'est sûr qu'il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est hygiène et santé des collaborateurs reste très important. Donc, dans les open space, toutes les mesures barrières, la distance d'1 mètre entre les collaborateurs, le port du masque, la désinfection des espaces de bureau, la désinfection des mains, avoir un endroit où chaque personne peut avoir un clavier et une souris qui lui sont propres pour pouvoir les réutiliser quand ils reviennent au bureau, ce genre de choses. Et puis aussi il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre beaucoup plus de cloisonnettes de séparation entre les bureaux, là où c'est pas possible d'avoir plus d'1 mètre de travail, d'1 mètre de distance. C'est ce qui va être la norme, mais c'est sûr que c'est comme dans les salles de réunion, c'est comme dans tous ces espaces-là. Il faut nettoyer en arrivant le poste de travail, nettoyer en repartant. Mais ce n'est pas une contre-indication majeure, mais le télétravail va faciliter le fait que ce soit plus aéré et qu'il y ait plus de distance entre les collaborateurs. Bon, on a d'autres questions, mais je pense qu'il faut arrêter bientôt puisqu'on va dépasser le temps sinon. Donc, si vous avez d'autres questions ou d'autres problématiques à partager, n'hésitez pas à nous recontacter. Je remercie donc tous les intervenants aujourd'hui et je remercie tous pour votre participation à ce webinaire. On va vous faire parvenir un document de synthèse. Voilà, vous l'avez compris, chez Arch Design, nous sommes spécialisés dans la conception, la réalisation d'espaces et nous pouvons vous accompagner les managers, les équipes dans ces évolutions. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup.